l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, mes extraterrestres qui proviennent d'une autre dimension. C'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous présenter Sidereal Confluence, a game of negotiation and trading in the Elysian Quadrant. C'est la version remasterisée de WizKids pour leur 20e anniversaire, comme décrit ici. Un jeu qui a été produit par Tassetty Derkman, qui est fait pour 4 à 9 joueurs, produit par WizKids et qui durera entre 120 et 180 minutes. Sidereal Confluence nous projette dans la peau d'une des 9 différentes races extraterrestres qui décident de s'asseoir et de créer une espèce de sénat, d'assemblée pour arriver à une paix galactique. Donc, le but, ça va vraiment être de faire des échanges, des négociations avec d'autres races pour être capable d'avoir certaines machines qui vont produire des ressources. Donc, on échange des ressources pour les mettre dans une machine, qui vont produire des nouvelles ressources qu'on va pouvoir échanger à nouveau. Et le but étant de faire le plus de points possible. Maintenant, Sidereal Confluence est particulier dans sa dynamique puisque c'est un jeu qui est, comme j'ai dit, d'échange et de négociation, qui est un engine building, mais qui en même temps est un jeu simultané, donc tout le monde joue en même temps, d'où la raison pour laquelle si on joue à 4 comme si on joue à 9 joueurs, il risque pas trop d'avoir de différence nécessairement, peut-être à part pour quelques questions ici et là, mais je vais vous expliquer comment ça joue et par la suite, je vais vous donner mon opinion sur le jeu. Alors, allons voir qu'est-ce que cette belle boîte-là nous promet. Hein? Alors, bienvenue sur une table de Sidereal Confluence. Donc, j'ai fait une mise en place pour 5 joueurs. Par contre, évidemment, vous remarquerez qu'il n'y a pas 5 plateaux de joueurs. Donc, au début de la partie, on va tout simplement placer ces deux pistes-là. Donc, on a la piste de recherche. On va aller chercher les plateaux correspondant au nombre de joueurs. On va les assembler ensemble. On va piger des recherches et on va les installer sur cette piste-là. Et la deuxième piste, c'est la piste de colonies. Les colonies vont nous permettre d'aller acquérir des ressources à travers les différentes phases d'économie. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Maintenant, pour être capable d'aller rechercher des recherches technologiques ou des colonies, il nous faudra des vaisseaux. Donc évidemment, je n'ai pas sorti tous les vaisseaux, mais vous pouvez voir ici, on a des jetons qui valent 1 chacun. On a ensuite de ça des points de victoire et finalement des ressources. Et là, comme j'ai dit, j'ai pas sorti toutes les différentes ressources parce qu'il y en a une tonne et quart, là, comme vous pouvez voir. Là. Donc, si vous voulez aussi, je peux vous donner un exemple. On a les différents plateaux pour le différent nombre de joueurs. Donc, ici, 8, 4, 9, 7, 4, 8, nanana, etc. On a ensuite de ça dans le fond, ici, ici, nous avons la piste des rounds dans la partie. Alors, il y a évidemment 6 rounds. Chaque round est appelé une confluence. Et on a en fait, sur le devant d'une carte, nous avons le nombre de points de victoire que l'on va faire pendant cette phase-là qui est la partage de technologie, donc le Technology Sharing Bonus. On a ici une information, si on joue avec les Yengi, si vous ne jouez pas avec cette race-là, vous laissez tomber, c'est pas très très grave. Et à l'endroit, nous avons en fait, ce qui est très intéressant, le nombre de phases qu'il nous reste, donc 5 phases d'échange une fois que le premier round est terminé. Il nous reste 5 phases d'échange, 4 phases d'économie, une phase d'économie où est-ce qu'on va faire du score et finalement 4 confluences. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, ça ne sera pas très très long. Et chaque joueur va décider d'obtenir une race en question et chacune de ces races va venir avec son plateau personnel. De ce côté, nous avons en fait le background, donc l'histoire derrière cette race-là qui est la plutocratie de Kilion. Et sinon, nous avons ici la confluence, donc la raison pour laquelle ils sont venus à faire cette espèce d'assemblée-là tous ensemble.
Nous avons ici un petit aperçu très bref des pouvoirs spéciaux de cette race-là. Donc, par exemple, si on doit diviser le nombre de colonies, le nombre de vaisseaux que l'on va miser pour les colonies à 2. Et ici, on va doubler la production de colonies. Je vous explique ça tantôt. Nous avons ici un tiebreaker, donc le bris d'égalité, dans le cas échéant où il y avait une égalité dans la mise en enchère, soit des recherches ou des planètes, donc des colonies. Et finalement, le colony support, c'est le nombre de colonies qu'un joueur peut avoir devant lui. Donc, dans ce cas-ci, nous avons un support de 3. Donc, les Kélions pourraient avoir jusqu'à 3 cartes colonies qui sont juste ici. À l'endos, nous avons en fait l'explication très détaillée des différents pouvoirs. Donc ici, nous avons ces types de jetons-là, donc qui sont uniques à cette race-là. Ce sont des x2 qui vont être utilisés selon la description qui est écrite ici. Nous avons ici une description plus spécifique aussi sur la mise en enchère. Et finalement, nous avons ici des advice, donc des conseils sur comment bien prendre en charge cette race-là. De plus, chaque race va venir avec son paravent qui va nous permettre de pouvoir cacher nos points de victoire. Nous allons aussi aller chercher cette carte-là qui va nous dire en fait avec quoi qu'on commence. Donc ici, par exemple, on commence avec 2 cubes. En passant, les cubes vont avoir des termes spécifiques. Là. Ils ont des noms qu'on peut voir ici sur la carte de référence. Donc on parle d'information, de pouvoir, de biotechnologie, de nourriture, d'industrie de culture. Pour le bienfait de cette vidéo, je vais simplement nommer les cubes selon leur couleur. Donc ici, le joueur qui joue les Kélions, il va chercher 2 cubes noirs, 5 verts, 4 blancs, 2 brun, je pense, oui c'est 2 bruns, et finalement un vaisseau. Il irait chercher aussi une colonie, peu importe la couleur, avec un de ces jetons Seedling Token, et finalement 4 cartes de départ. Les cartes de départ, on va les remarquer ici grâce au petit symbole d'étoile. Donc sinon, les joueurs vont aussi recevoir un paquet complet de différentes technologies. Bon, je n'explique pas en gros et en large ces technologies-là, puisque je vais y arriver plus tard, mais on peut remarquer ici en haut à gauche le petit symbole qui diffère des cartes de départ avec le symbole qui est juste ici. Et finalement, bon, on va obtenir une carte de référence et finalement une carte de donation qui est un autre truc à expliquer dans le jeu. Avant de vous expliquer en long et en large les différentes règles, je veux préciser tout d'abord quelque chose par rapport aux cartes. Donc, on a 3 types de cartes. On a les cartes colonies, on a les cartes de recherche et finalement, on a les cartes des machines personnelles aux joueurs. Ce deck-là, c'est un deck qui est pareil selon tous les joueurs. Donc, il n'y a aucune différence entre celui-ci et le deck d'un autre joueur, si ce n'est que le nom qui est ici, la couleur des cartes aussi, donc ils vont avoir une couleur spécifique à eux. Mais sinon, c'est vraiment le même deck, puisque ces cartes-là sont reliées aux recherches technologiques. Donc, je vais vous montrer une carte technologique ici. Donc, on a les Mechanical Engineers, qui est une recherche technologique de niveau 1. Lorsqu'on va l'inventer, tous les joueurs, pendant la phase de partage des technologies, vont aller chercher la technologie qui se nomme la nanotechnologie. Donc, par exemple, si un des joueurs autour de la table inventait cette technologie-là, eh bien moi, en tant que Kélion, j'irais chercher la carte nanotechnologie, je l'installerais devant moi et ça me permettrait d'obtenir une machine supplémentaire. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on fait avec les machines tout à l'heure, je vais juste continuer avec ceci. Donc, pour être capable d'inventer cette technologie-là, il faudra que le joueur investisse 4 cubes jaunes ou 2 cylindres et ceci va lui donner 1 point de victoire plus le sharing bonus. Et le sharing bonus, ben, on l'a qui diffère à chaque round, que par exemple celui-ci serait 6 points. Et donc, le joueur qui inventerait cette carte-là
par exemple, au premier round, ferait 6 points, qui est le sharing bonus du premier round, plus 1 point, donc 7 points au total. C'est une manière, je pense que c'est pas mal la manière principale d'aller faire des points, c'est en inventant des technologies. Le troisième type de carte, ce sont les cartes de planètes, de colonies. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci sur le dessus de la pioche. Chaque carte colonie a deux côtés. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître le premier côté? Eh bien, on a le côté recto, où est-ce qu'il va avoir cette indication-là, et de l'autre côté, du côté verso, ben, on n'a rien du tout. Maintenant, à quoi servent ces cartes-là? Ben, à chaque phase d'économie, si j'ai cette carte-là devant moi, je vais récupérer un cube brun. Pour être capable de tourner la carte, pour être capable d'obtenir un cube noir qui est supérieur au cube brun, puisque les cubes bruns sont des petits cubes alors que les cubes noirs sont des gros cubes, je devrais dépenser un cube noir. Et ici, ben, ça nous dit tout simplement qu'est-ce que ça fait quand la carte a, c'est de l'autre côté de la carte. Donc, je n'ai pas besoin de tout le temps faire d'aller voir de l'autre côté, j'ai l'information. Donc ici, ça me dit que lors de la phase d'économie, la carte, c'est une carte de type bleu et je vais être capable d'aller récupérer un cube noir au début de chaque phase économique. La raison pour laquelle on va chercher toutes ces ressources-là, c'est évidemment pour produire plus de ressources. Qui dit plus de ressources dit plus de potentiel de créer des technologies. Qui dit qu'il y a potentiel de créer plus de technologies nous donne l'opportunité d'aller chercher des machines pour être capable de collecter de plus en plus de ressources, et ainsi de suite, donc pour être capable d'avoir une espèce d'engine building. Maintenant, une technologie, je vais prendre l'exemple de la nanotechnologie. Alors la nanotechnologie, toutes les machines d'ailleurs, donc là, si admettons, là, je peux me retrouver des fois là, avec beaucoup de différentes machines. Là. Donc là, présentement, j'en ai juste 4 au début de la partie, mais plus qu'on invente des technologies, plus qu'on en a devant soi. Ce qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on se doit de faire du tri dans ces cartes-là. Maintenant, comment est-ce qu'on fait du tri? Bien, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'une carte fonctionne et par la suite, vous comprendrez comment faire le tri. Si je regarde la nanotechnologie, ici, on a une espèce de un genre de transformation. C'est-à-dire que la nanotechnologie nous demande une valeur de 3 cubes et va transformer cette valeur de 3 cubes en valeur de 4 cubes. Cette valeur-là, c'est une valeur qui est hypothétique, au sens où est-ce que ça ne veut pas dire grand-chose au départ, au début de la partie, c'est juste simplement pour nous dire que ça transforme du 3 pour du 4. Donc on est toujours gagnant. Mais si on la tourne de bord, qui est comme la version avancée, bien là, on tombe dans du 3 pour du 5,5, ce qui est plus profitable. Mais comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, on a 3 cubes noirs. Donc, pour être capable d'activer cette machine-là pendant la phase d'économie, je reviendrai sur la phase d'économie tantôt, on va devoir aller chercher 3 cubes noirs de notre réserve personnelle, les attribuer à la nanotechnologie. Et une fois qu'on a la phase d'économie avec la petite flèche blanche, eh bien, on va pouvoir transformer ces 3 cubes noirs en un cylindre et un cube vert. Ça, c'est génial parce qu'on va être capable d'aller chercher de plus en plus de ressources. Là. Donc là, ça, c'est une amélioration de niveau 1. Mais si on peut aller voir, par exemple, une amélioration de niveau 3, là, par exemple, le Polyspecies Corporation. D'ailleurs, ça, c'est vraiment juste pour du flavor text, ok? Donc, ça n'a aucune incidence sur le gameplay. Mais ça nous dit ici que ça transforme une valeur de 5 en une valeur de 12. Donc, on place 5 cubes verts pour avoir toutes ces ressources-là. Quand je vous parlais de faire du ménage dans vos différentes machines, ben, les machines, en fait, peuvent être upgradées, donc peuvent être évoluées en une machine supérieure. Si vous remarquez ici, là, vous avez toujours le petit icône, là, je vais juste donc là, c'est un icône, en fait, avec un engrenage mauve et une flèche. Ça, c'est pour dénoter l'amélioration. Donc ici, on le sait que si on tourne la carte de l'autre côté, eh bien, ce qui va être produit de l'autre côté, ça va être un cube jaune supplémentaire et j'ai raison là-dessus parce que, hop, voilà, on a un cube jaune supplémentaire. Donc ça et ça, c'est vraiment des informations qui sont, je dirais, pertinentes, mais non pas essentielles à savoir au début de partie. Pour être capable d'évoluer cette carte-là, il va me falloir la carte Genetic Engineering ou Atomic Transmutation. Donc là, moi, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller vérifier dans mes cartes ici, est-ce que j'ai cette carte-là, cette machine-là, et tant aussi longtemps que l'une des deux cartes n'a pas été inventée, à ce moment-là, je ne peux pas l'augmenter de niveau.
Par contre, si on avait cette carte-là devant soi, qui est le Atomic Transmutation, je regarde ici la nanotechnologie, qui me permettrait de pouvoir faire évoluer cette machine-là, améliorer cette machine-là, ben j'ai juste simplement à jeter cette carte-là, donc la trasher, si je peux me permettre l'expression anglophone. Donc, juste simplement la mettre de côté et celle-là, on la retourne de côté. Moi, ce que je fais habituellement, le petit truc bien simple, je fais juste simplement mettre celle-ci en dessous et je place maintenant mon nano-fabricateur par-dessus celle que j'ai utilisée, que j'ai sacrifiée pour faire une amélioration sur la nanotechnologie. Et celle-ci, ben, je la place devant moi. Alors là, présentement, ça semble être beaucoup d'informations et je vous comprends. Mais ne vous en faites pas, ça va devenir clair en jouant et aussi en vous expliquant les différentes phases de jeu. Donc, je n'ai pas encore expliqué comment aller récupérer ces cartes-là ou ces cartes-là. Celle-ci, je vous ai expliqué à quoi sert le deck. Donc, on récupère ces cartes une fois que quelqu'un a inventé une technologie correspondante. Mais sinon, le jeu se divise sur 6 tours. Donc, comme j'ai mentionné ici, nous avons les cartes qui vont nous permettre de déterminer à quel tour nous sommes rendus, le nombre de points que l'on obtient lorsqu'on partage une technologie. Mais autrement, le jeu va se diviser en 3 phases principales. Donc, on les a ici là, dans le manuel de jeu. Donc, on a la phase d'échange. Ensuite de ça, on a la phase d'économie et finalement la phase de confluence. Toutes ces différentes phases-là, on peut les retrouver, je crois, en arrière de cette carte-là exactement. Donc ici, on a la phase échange économique et finalement la confluence. Et d'ailleurs, ça peut être pertinent de savoir comment est-ce qu'on peut faire un échange qui est équitable, approximatif. Donc 3 petits cubes équivaut à 2 gros cubes, équivaut à 1 cylindre, équivaut à 1 point de victoire, équivaut à 3 petits vaisseaux. Alors la phase d'échange, là, c'est super simple. Dans les règles, il propose de faire partir un chronomètre de 10 minutes et pendant 10 minutes, on s'échange des ressources. Maintenant, je parle de ressources, mais on peut aussi échanger des machines à d'autres joueurs. On peut aussi échanger des colonies à d'autres joueurs. On peut aussi échanger... la seule chose qu'on ne peut pas échanger au final, ce sont les points de victoire. C'est la seule et unique chose qu'on ne peut pas échanger, sinon le reste, tout est échangeable. Et on a à gagner, en fait, à faire bénéficier les adversaires, les autres joueurs, de nos technologies, par exemple, que l'on ne pourra pas utiliser. Peut-être qu'eux pourraient l'utiliser et en retour, on demanderait un échange, par exemple, de ressources. Donc, la personne est gagnante, je suis gagnant et voilà, c'est génial. Je veux vous expliquer quelque chose de très important concernant l'iconographie. Je vais vous donner un exemple de cette carte-là et je vais prendre aussi une carte de machine. Maintenant, si vous pouvez remarquer, les deux possèdent une flèche. Il y a une flèche mauve et il y a une flèche blanche. La flèche mauve est toujours activée pendant la phase d'échange, alors que la flèche blanche est toujours activée pendant la phase d'économie. Donc si par exemple je prenais cette carte-là, ici le Planetary Ecological Dominance, qui est une carte de départ des Kellions, donc il n'y a personne d'autre autour de la table qui va avoir ça, je pourrais l'améliorer soit en sacrifiant le Genetic Engineering ou en payant des ressources. Donc là, ici, ça me dit sacrifier une carte, une planète verte, dépenser 2 cubes bleus et pendant la phase d'échange, je pourrais obtenir un point de victoire, obtenir un petit cube jaune, un gros cube jaune, pardon, et finalement la tourner de côté comme ça. Voilà. Et donc là, pendant la phase d'économie, je pourrais l'activer parce que n'oubliez pas, la phase d'échange s'active, les flèches mauves s'activent avant les flèches blanches. Donc là, celle-ci, elle est faite, boum, voilà, maintenant c'est génial. Je pourrais activer ça pendant la phase d'économie. Donc, comme je vous explique, phase économie, c'est la flèche blanche. Phase d'échange, c'est la flèche mauve. Maintenant, question pour vous, quiz. Ici, quand est-ce que je pourrais inventer ça? Pendant la phase d'économie, pendant la phase d'échange ou pendant la phase de confluence, roulement de tambour? Et oui, vous aviez raison, c'est pendant la phase d'échange. Donc, dès que j'ai 6 cubes ou 2 cylindres, à ce moment-là, pendant la phase d'échange,
je l'invente et voilà, je vais maintenant chercher le Clinical Immortality, récupérer des bonus. Et vous remarquez ici que le Clinical Immortality nous dit, bon ben ici on va échanger 2 cubes pour obtenir des ressources. Si la ressource elle est mauve, c'est simplement pour nous dire que ça va être une ressource différente pour chaque joueur selon le Clinical Immortality qu'ils ont. Donc une fois que c'est fait, moi je vais aller chercher ça. Mais là attention! Ce n'est pas tout le monde qui peut aller chercher le Clinical Immortality, c'est seulement la personne, pour l'instant, qui a trouvé la recherche. Alors, pendant cette phase d'échange-là, j'ai réussi à aller chercher le Clinical Immortality. Je vais aller chercher ici. Attendez, je vais juste le trouver. Le Clinical Immortality qui se trouve... Attends, ici, voilà. Donc là, ici, présentement, je l'ai devant moi. Super. Donc, moi, je vais pouvoir l'utiliser pendant la phase économie, mais pas les autres joueurs, parce que les autres joueurs ne l'ont pas encore reçu. Donc ça, je la place ici devant moi. Donc là, présentement, j'aimerais ça avoir 2 cubes bleus, tiens, pourquoi pas, pour être capable de l'activer. J'aimerais ça aussi avoir un gros cube noir, pourquoi pas 3 cubes bruns. Et là, on commence les échanges, etc., jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du 10 minutes, ou jusqu'à temps que tous les joueurs soient, sauf un joueur autour de la table, soient satisfaits de leurs échanges et qui veulent procéder à la prochaine phase. La deuxième phase sera la phase d'économie. Donc ici, ça nous dit de faire rouler nos convertisseurs avec une flèche blanche. Mais avant de faire ça, hyper important, et ça, ils ne l'ont pas marqué sur la petite carte, il aurait dû le faire. On doit vérifier chaque joueur s'ils ont un nombre supérieur de colonies qu'ils peuvent supporter. C'est-à-dire que ici, moi, je peux juste avoir 3 cartes colonies. Donc là, moi, j'en ai une, je suis correct, mais si j'en avais 4, il faudrait que j'en défausse une de mon choix. Donc ici, présentement, tout est beau, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut vraiment passer à la phase d'économie, c'est-à-dire faire rouler nos convertisseurs. Nos convertisseurs, en fait, ce sont les différentes cartes avec une flèche blanche. Donc ici, cette planète-là me permettra de récupérer un cube brun. Ou encore un cube blanc si je l'avais si je l'avais amélioré en payant un cube noir. Pendant la phase d'échange, je l'aurais tourné de l'autre côté et ainsi obtenir un cube noir pendant la phase d'économie suivante. Sinon, ben, j'ai toutes ces machines-là qui sont disponibles et que je peux activer si j'ai les ressources nécessaires. Si par contre, je n'avais pas, par exemple, de 2 cubes bleus, ben, je ne peux pas activer cette carte-là. Je pourrais aussi volontairement dire, ben, je passe par-dessus mes 2 cubes bleus, je veux les garder et ne pas activer cette machine-là. Donc, une fois que tous les convertisseurs, toutes les machines sont faites, qu'on a échangé nos ressources on a récupéré les ressources selon nos convertisseurs, nous avons terminé cette phase-là d'économie. Donc, c'est la plus simple vraiment et on passe ensuite de ça à la phase de confluence. La phase de confluence va se diviser selon 4 étapes, malgré que la dernière n'est pas quelque chose que l'on doit absolument faire. Si on n'a pas les Z autour de la table, on passe par-dessus. On a ces trois étapes-là. Donc là, les joueurs doivent tout d'abord partager leur technologie qu'ils ont inventée. Donc, je reviens tout simplement au Pharmaceutical Scientist et le Clinical Immortality. Donc, moi, je l'avais déjà. Mais là, maintenant, je dois dire à tout le monde autour de la table, j'ai inventé cette machine-là, j'ai créé cette recherche-là scientifique et donc tous les joueurs vont aller chercher à ce moment-là les différentes recherches, les différentes machines qui ont été créées par les joueurs adverses. On les ajoute devant nous. Habituellement, comme j'ai dit, pour être capable d'améliorer ces différentes cartes-là, il faudrait être pendant la phase d'échange. Moi, je suis très libertin par rapport à ça, donc s'il n'y a pas de problème, là, parce que des fois, tu peux te retrouver avec 15 cartes, donc là, à un moment donné, tu veux faire du tri là-dedans, il n'y a pas de problème. Pour mieux y voir, mieux considérer, et surtout pour arrêter de faire de la paralysie cérébrale, pour savoir qu'est-ce que tu vas aller chercher, parce que oui, ensuite de ça, on va faire 2 phases d'enchère, donc une phase pour une enchère pour la colonie et une enchère pour l'équipe de recherche. C'est important de comprendre que les deux, malgré que les 2 enchères vont se faire sur 2 temps, donc 2 moments différents, les différents vaisseaux que l'on va miser, parce que oui, on va miser avec des vaisseaux, doivent être faits simultanément, donc les 2 enchères doivent être décidées en même temps.
Moi, ce que je fais habituellement, c'est que ma main droite va être pour l'enchère pour les colonies et la main gauche, l'enchère pour les équipes de recherche. Évidemment, avant de faire ces deux enchères-là, tout le monde autour de la table doit annoncer combien de vaisseaux ils ont pour faire une enchère en connaissance de cause. Maintenant, j'y vais avec la phase de colonie, donc on commence, et comme j'ai dit, ces deux-là se font de façon simultanée et on ne peut pas échanger. C'est impossible, dès qu'on a misé pour les deux, on ne peut pas changer la donne, dépendamment de ce que l'autre joueur a pris ou dépendamment de ce que j'ai. Non, 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 c'est fait, merci, bonsoir. Alors là, on y va pour la phase de colonie, 1, 2, 3, je révèle, j'ai 3 vaisseaux, et on va regarder qui est le joueur qui a misé le plus. Le joueur ayant misé le plus va évidemment commencer à aller sélectionner une des cartes. S'ensuit le deuxième, le troisième. Et s'il y avait une égalité, je vous ramène au tie-breaker que je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est-à-dire ici le bris d'égalité. Comme là, moi, je serais le dernier, le bon dernier à briser les égalités. Parce que certains autres joueurs, s'ils ont un chiffre supérieur à 1, ben, c'est eux autres qui vont passer par-dessus moi. Donc là, je vous amène en fait à cette ligne-là en fait de cartes, cette rivière. Je veux vous mentionner en fait quelque chose de super important pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que l'enchère se passe. Ben cette enchère-là, il n'y a rien de sorcier. Ici, on a des chiffres 1, 2, 3. Il faut avoir misé au minimum 3 pour être capable d'aller chercher toutes les cartes, au minimum 2 pour aller chercher les cartes dans les colonnes 1 et la colonne 2, et minimum 1 pour aller chercher une de ces deux cartes-là. Si un joueur avait misé 3 et qu'il décide par exemple d'aller chercher cette carte-là, il n'y a aucun problème. Ceci étant dit, même si la carte est dans la colonne 1, le joueur a misé 3 vaisseaux, ce qui veut dire qu'il va perdre tous ces vaisseaux-là. Donc, M. Patate va aller prendre ça, par exemple. Ensuite de ça, tiens, Madame Carotte va aller récupérer ça. C'est rendu mon tour. Et moi, je pourrais décider de tout simplement passer. Je pourrais dire, non, moi, mes 3 vaisseaux, je décide de les récupérer finalement et de ne pas prendre de cartes. J'aurais entièrement le droit de faire ça. Ce que ça va faire, c'est tout simplement les 3 vaisseaux que j'ai misés au départ, ben, je les reprends dans mon buffet personnel, ma réserve personnelle. Et finalement, il restera une dernière personne si la dernière personne avait misé. Donc, la dernière personne va prendre la carte 2 devant lui. On passe ensuite de ça à les recherches scientifiques. Donc, les recherches scientifiques fonctionnent de la même manière. Donc là, si vous remarquez ici, il y a des colonnes de 1, de 2 et de 3. Donc, si un joueur mise 3, il peut avoir accès à tout. Si un joueur ne mise qu'un, il ne peut avoir accès que ces 2 cartes. Si les 2 cartes sont parties, bien, malheureusement, le joueur devra récupérer ces cartes, ces vaisseaux. Donc là, si, admettons, encore une fois, monsieur Patate, madame Carotte, moi je décide, tiens, d'aller chercher cette carte-là, et finalement, monsieur ici n'avait pas misé, donc il ne peut rien faire. On termine la phase d'enchère, et ben, toutes les cartes qui sont dans les colonnes de 1, on les place directement sous le paquet, comme ceci. Les autres cartes descendent dans la rivière, et on va renouveler les cartes de cette manière-là. Comme ça, on a un roulement très rapide. Et ici, en fait, c'est important de savoir que le deck de recherche, d'équipe de recherche, est mélangé, en fait, et placé selon le niveau de recherche. Donc ici, on a des recherches niveau 2. Ensuite de ça, on va avoir les recherches niveau 3. On a maintenant conclu la phase de confluence. On est maintenant prêt à recommencer de nouveau. Donc, on va tout simplement prendre la carte ici. On va la tourner de côté et là, présentement, ça nous dit combien de phases d'échange il nous reste. Donc 5, 4 phases d'économie. Scoring only economy, c'est juste simplement pour dire que le dernier tour, il n'y aura pas de confluence. Évidemment, on ne va pas aller chercher des recherches scientifiques ni des colonies, ça ne sert à rien du tout. Et finalement, 4 phases de confluence. On passe ensuite de ça à la prochaine carte. Et on fait ça 6 fois. Et à la fin de la partie, ben, on va compter nos points. La dernière carte de confluence va nous indiquer comment on compte nos points. Et là, attelez-vous, OK? Parce que c'est un petit peu compliqué, je l'admets.
mais quand même, ça nous donne un bon ratio. Donc ici, pour chaque 3 cubes ou vaisseaux, peu importe la couleur, peu importe si c'est un vaisseau ou non, on a un demi-point. Si on a 2 gros cubes, on a un demi-point. Un cylindre vaut un demi-point. Donc ici, c'est important de comprendre que, dans le fond, grosso modo, c'est si tu as 3 petits cubes et 2 gros cubes, ben, ça te fait 1 point. Si tu as 2 cylindres, ça te fait 1 point. Si tu as 4 gros cubes, ça te fait 1 point. Donc, tu comptes tes points selon les ressources qui te restent. Évidemment, tu comptes aussi tes points que tu as récupérés au cours de la partie, soit avec des technologies, des convertisseurs, soit en faisant des recherches scientifiques. Et le joueur qui a le plus de points gagne la partie. Maintenant que vous avez une bonne idée de comment jouer, bien, il y a quelques petits détails que j'aimerais vous mentionner. Le premier détail, c'est cette carte-là qui est marquée Donations. Certaines ressources que vous allez produire avec vos machines devront être transférées dans l'espèce d'espace Donation et on le reconnaît par le petit pointillé en mauve autour de certaines ressources. Donc si je décidais par exemple pendant la phase d'économie d'activer le Universal Translator, donc 3 cubes blancs me donneraient un point de victoire et me donnerait un cube noir, mais je ne le mettrais pas dans ma réserve personnelle de ressources qui est à moi, mais bien sur la carte Donation. Et ce que ça fait, ben, il va falloir qu'on fasse des échanges avec les ressources qui sont là. Et si on ne réussit pas à les échanger, à ce moment-là, nous devons les donner aux autres joueurs. Donc, ça nous donne un peu une espèce de levier de négociation aussi sur à qui on va les donner et à qui on ne veut pas les donner. Maintenant, je vous ai parlé de comment on fait pour améliorer une machine. Il y a aussi une autre manière, et la plupart du temps, cette manière-là est reliée en fait à nos machines de base. Donc, si vous remarquez ici, le Oceanic Processing peut avoir soit qu'on défausse la carte Antimatter Power ou que l'on va en fait payer 2 ressources brunes. On va sacrifier une planète verte, ce qui va faire en sorte que pendant la phase d'échange, puisque la flèche est mauve, on va pouvoir récupérer un cube jaune, récupérer un point de victoire et on va pouvoir tourner la carte et ainsi maintenant on récupère un cube noir supplémentaire. Donc quand on sacrifie une colonie, il n'y a aucun problème tant aussi longtemps qu'on garde la couleur de cette colonie-là. Donc là c'est une colonie verte, aussi communément appelée une colonie jungle. Parlant des colonies, j'ai parlé du Colony Support tout à l'heure, mais c'est important de savoir que je pourrais décider d'augmenter mon nombre de colonies, donc aller chercher un nombre supérieur de colonies avec des échanges, simplement parce que ça me tente de le faire ou je veux mettre des bâtons dans les roues, ou je veux même aller négocier une colonie qu'un joueur voulait absolument obtenir. Bien là, je vais pouvoir l'obtenir et ce support-là n'est vérifié qu'au début de la phase d'économie, donc pendant la phase d'échange, je peux avoir autant de colonies que je veux. C'est juste qu'au début de la phase d'économie, il va falloir que je les défausse. Comme mentionné, les cartes ici vont avoir un certain niveau. Donc, comme j'ai dit ici, on va toujours avoir les cartes niveau 2. Donc ça va être des recherches scientifiques niveau 2 qui vont nous permettre d'avoir des convertisseurs niveau 2. On va avoir des convertisseurs niveau 3 qui vont nous permettre d'inventer des convertisseurs niveau 3. Et finalement, on va avoir des recherches scientifiques niveau 4 qui, elles, ne nous donnent que des points de victoire et habituellement, elles apparaissent en fin de partie très très tard. Elles vont nous donner un gros nombre de points de victoire directement et le sharing bonus, bien évidemment, il va diminuer avec le temps, mais comme vous pouvez voir, plus qu'on augmente dans ces cartes-là, plus qu'on peut avoir des gros points de victoire. Donc c'est aussi une stratégie que l'on peut adopter d'aller chercher ces cartes-là plus tard dans la partie et de travailler en conséquence de faire ces points-là avant que la partie se termine. On peut toujours négocier pendant la partie, c'est-à-dire que pendant la phase de confluence, bien, on pourrait décider d'aller de négocier en fait qu'est-ce que moi je peux aller chercher comme équipe de recherche, qu'est-ce que je peux aller chercher comme colonie pour être capable de pouvoir tout simplement négocier avec un autre joueur qui par exemple aurait moins de vaisseaux ou quelque chose comme ça. Donc, on a toujours le droit de pouvoir discuter pendant ces différentes phases-là, mais il n'y a rien de concret. En fait, il va y avoir des promesses qui sont faites, mais ces promesses-là vont être tenues. L'échange va officiellement être fait pendant la phase d'échange. Parlant de promesses, c'est important de mentionner que le jeu nous indique que toutes les
échanges et toutes les négociations et tous les accords doivent être respectés en tout temps. Parce que si vous ne le faites pas, eh bien vous aurez une pénalité. Pour chaque cube ou vaisseau, vous allez perdre un point de victoire. Pour chaque carte, octogone ou chaque point que vous n'échangez pas, ben vous allez perdre 2 points. Là, j'ai expliqué que justement, on ne peut pas échanger des points. Eh bien, dans les donations, parfois, nous avons des cartes qui vont nous demander de placer des points de victoire ici. Donc, c'est la seule manière que l'on puisse donner des points de victoire à un autre joueur ou en échanger. C'est vraiment, une fois que c'est dans le donation, il faut le donner ou il faut l'échanger. On n'a pas le choix, que ce soit des points ou des ressources. Maintenant, j'ai envie de vous faire un tour, grosso modo, des différentes races. Donc, je vais juste simplement vous montrer, là, il y a 9 différentes races. Et je vais commencer, en fait, en niveau de difficulté et progresser selon la difficulté de chaque race. Donc, ici, on a les Adocratie, plus communément appelés les kits. Alors, tout d'abord, BID, Tiebreaker Colony Support de Infini, donc ils brisent toujours les égalités. Ensuite, ils ont un support de colonie infini, des convertisseurs qui sont disposés sur 2 cartes et des No Space Colony Cards, donc des colonies qui sont typiques au kit. Maintenant, ici, on va regarder qu'est-ce que je veux dire par des cartes. Donc, on va avoir 2 cartes qui sont agencées ensemble et ces cartes-là peuvent être améliorées de façon indépendante, soit pour diminuer la valeur ou augmenter même ce qu'on récupère. Et ici, évidemment, cette carte-là, on va la retourner pour augmenter le nombre de ressources que l'on récupère. Donc, vraiment ici, par exemple, là, si vous pouvez voir, là, on va tourner cette carte-là pour obtenir un noir de plus. Et cette carte-là, on va la tourner pour obtenir un blanc et un vert. Donc, c'est peut-être pas nécessairement apparent là, à la caméra, je suis désolé. Le No Space Drive, en fait, ce sont des colonies que le joueur va obtenir par lui-même. C'est un deck de colonies qui lui est propre à lui. Donc ici, le joueur va payer en fait un nombre de cubes pour être capable d'inventer cette colonie-là. Et cette colonie va pouvoir être échangée de façon permanente. Donc elle ne revient pas dans les mains de l'autre joueur. Et ça, c'est important à savoir que les colonies, il y a juste une seule chose qui revient toujours aux autres joueurs pendant la phase d'échange, ce sont les machines. Nous avons ensuite les plutocraties de Kélion. Donc, on a déjà passé par-dessus toutes ces différentes habiletés, mais je vais quand même réitérer en fait certaines choses. Donc, ici, l'enchère est divisée pour les colonies. C'est-à-dire que tout à l'heure, je donnais l'exemple que j'avais 3 pour la phase de colonie. Eh bien, cette race-là doit diviser son enchère en 2. Donc là, présentement, je n'ai pas 3 vaisseaux, mais bien 1,5. Et la raison, en fait, pour laquelle cette race-là a de la difficulté avec, dans le fond, sa recherche d'économie, bien, premièrement, c'est parce que c'est une espèce de colonie de plantes. Donc, c'est un peu difficile de passer d'une planète à une autre avec des plantes. Mais aussi, c'est parce qu'ils ont des jetons, en fait, de semences. Une fois que le joueur récupère une colonie de la piste d'enchère, donc c'est important, c'est pas en faisant des échanges, mais vraiment en l'obtenant dans une enchère, eh bien, il va pouvoir assigner un jeton de x2 à cette colonie-là, et ça va lui permettre de multiplier par 2 les ressources que cette colonie lui donne. Donc là, c'est important en fait de comprendre que ce pouvoir-là va être très très fort, mais il peut être vraiment un très très bon levier de négociation pour les autres colonies. Pour les autres races, pardon. La prochaine faction que je veux vous parler, c'est les Kazfavicalim Directorate, qui est de niveau difficulté 2. Première particularité, setup en mise en place, on va devoir compter cette colonie-là comme étant 2 joueurs pour la piste de colonie. Comme je vous ai mentionné ici, j'avais fait la piste pour 5 joueurs. Eh bien, si il y avait les directorates, eh bien, il faudrait placer en fait comme si on était 6 joueurs pour la piste des colonies. Ensuite de ça, ici, pour la mise en enchère, eh bien, cette race-là peut diviser son enchère de colonie en 2. C'est-à-dire que si, admettons, je ne sais pas moi, s'il y avait 6 vaisseaux,
eh bien le joueur pourrait faire 3-3. Et c'est important qu'il doit diviser son enchère toujours de façon équitable. C'est-à-dire que s'il y a 5 vaisseaux, ben c'est 2,5, 2,5. Donc si un joueur avait misé 3, ben il passerait avant. S'ensuit le directorat avec son 2,5. Donc voilà, et il a des tuiles de territoire, je vais vous montrer ça à l'endos. Tiebreaker de 6, colonie support de 6. Maintenant, les différentes tuiles, en fait, ce sont des tuiles qu'il va pouvoir en fait inventer en payant les ressources qui sont ici. Et suite à cela, ben en fait, ça va être vraiment une espèce de machine super puissante qu'il va pouvoir activer, qui va vraiment être un genre premièrement, elle en a 2, donc il y a 2 convertisseurs, mais les autres vont vraiment être quelque chose de supra puissant. Là. Donc eux autres, là, attention, quand ils commencent à avoir une petite machine qui fonctionne, ça fonctionne très très bien. Les conclaves fadérants, donc difficulté de 3. Ici, on a en fait, eux autres, ils ont un deck de reliques, d'anciennes reliques et des jetons de reconnaissance. Un tiebreaker de 7, colonies support de 4. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est simple, c'est qu'eux autres vont avoir une espèce de deck qui peuvent en fait faire des recherches dans des mondes anciens pour le prix de 4 ressources ainsi qu'une colonie X. Ils vont pouvoir en fait aller faire une recherche dans leur deck, prendre une carte, la piger au hasard et ça va leur permettre d'avoir une relique. Donc les reliques, ça va être par exemple certains convertisseurs ou encore leur donner une force par rapport à mise en enchère de colonie ou encore renforcer leur jeton de reconnaissance. Un jeton de reconnaissance peut être donné à n'importe quel moment et à la fin de la partie. Le joueur, en fait pas à la fin de la partie, pardon, c'est que dès qu'un joueur va faire une recherche scientifique et qu'il a un jeton de reconnaissance, eh bien, le joueur devra redonner le jeton au conclave et le conclave, chaque fois qu'il reçoit un jeton de reconnaissance, eh bien, il gagne un point de victoire. Et comme j'ai mentionné, ça peut être un jeton qui va permettre aux joueurs d'améliorer, en fait, de réduire leur coût pour leur recherche scientifique, dépendamment du monde des reliques de l'ancien monde qui ont été pigées pendant la phase d'échange, parce que hein, c'est une petite flèche mauve. Les Z, c'est une race en fait qui est déconseillée de jouer lorsqu'il y a des nouveaux joueurs autour de la table, donc un tiebreaker de 2, colonie support de 3, parce que c'est une race qui va effectuer du vol à l'étalage. Donc, première chose, c'est important de comprendre que les joueurs sont maintenant dans une position défavorable puisqu'ils devront absolument échanger avec les Z au début, pendant la phase d'échange, parce que s'ils n'échangent pas avec les Z, eh bien, ça se peut qu'ils souffrent d'un vol à l'étalage de leur part. Les Z vont aussi avoir des envois, c'est-à-dire que ces jetons-là, le Z va tenter de les échanger aux autres joueurs pour être capable d'activer ces cartes de vol. Et ces cartes de vol-là, en fait, vont fonctionner soit avec des envois ou que le Z devra payer des ressources. Et habituellement, c'est beaucoup plus favorable pour le Z d'aller chercher des envois parce que tout ce qu'il fait, c'est qu'il donne des envois aux autres joueurs, va récupérer les envois nécessaires pour activer sa carte et ensuite de ça, pourra aller voler la ressource en question aux autres joueurs. Les Imril nomades, alors selon moi, c'est une difficulté de 4, mais je trouve que c'est vraiment une des races les plus difficiles à jouer puisque tout d'abord, elles ont un support de colonie de 0 et les cartes qu'ils ont besoin, en fait, leur machine, leur convertisseur, ce sont des fleets, donc des espèces de vaisseaux qui ont besoin de support, en fait. Ils ont un bit tiebreaker de 8. Donc, je m'explique, en fait, c'est que chaque carte ici va avoir, en fait, un petit symbole. C'est difficile à voir, là, mais ce symbole-là va requérir, en fait, un certain nombre de vaisseaux, des fleets, pour être capable d'être activé. Comme par exemple, cette carte-là a besoin de 3 vaisseaux pour être capable d'activer ce convertisseur-là. Maintenant, le gros problème, c'est que c'est la récupération des ressources. Récupérer des ressources, en fait, on va toujours avoir le choix soit d'aller acheter des nouvelles cartes comme ça,
ou d'activer nos machines. Et là vient un espèce de conflit d'intérêts parce que si on veut activer nos machines, on doit activer nos fleets, mais si on n'a pas de fleet, ben on ne peut pas activer nos machines. Donc, il faut être capable de générer une espèce d'économie, en fait, qui va être basée sur des promesses à long terme avec les autres joueurs pour être capable de leur donner des ressources plus tard dans la partie et de convaincre les autres joueurs que tu vas me donner tant de ressources, mais tu vas recevoir le triple dans 2 tours, par exemple. Donc, c'est vraiment plus complexe, selon moi, de jouer eux autres, mais ça ne fait pas en sorte que c'est moins amusant. Et comme j'ai dit, ils ne peuvent pas avoir de support de colonie. Les fameux Unity. Alors, les Unity, je les trouve vraiment le fun à jouer. En fait, eux autres, là, c'est qu'ils vont avoir un tiebreaker de 4, une support de colonie de 1. Ils ont en fait des wild resources, des wild inputs et l'utilisent des colonies de n'importe quel climat. Dans le fond, eux autres, là, c'est qu'ils ont des ressources Joker. On va ajouter en fait les cubes gris dans le lot de cubes disponibles et les cubes gris, ce sont des choses que lui seul va pouvoir créer, le joueur jouant le Unity, et ça remplace n'importe quelle couleur de cube nécessaire. Et donc lui, comme vous pouvez voir, là, ces différentes machines n'ont pas besoin d'une couleur spécifique, mais bien n'importe quelle couleur. Donc le gris va vraiment être fait pour les joueurs qui doivent absolument trouver une couleur, mais qui ne sont pas capables. Donc lui, il va essayer d'aller faire bénéficier les autres joueurs de ces cubes gris, mais aussi être capable d'aller récupérer le maximum possible pour être capable d'activer ces machines qui, au final, n'ont pas besoin de couleur pour être activées. Maintenant, il y a aussi le fait que la colonisation et les outputs, comme j'ai dit, les inputs sont donc ce qu'on doit placer dans le convertisseur, la machine, c'est dans le fond, c'est flexible, ce qui veut dire que ça peut être n'importe quelle couleur. Et c'est la même chose pour les colonies, donc les colonies que l'on doit dépenser à certains moments, ça peut être n'importe quel type de colonie. Très très le fun à jouer, mais encore une fois, il faut être capable de bien convaincre les gens que ça, ils en ont besoin, donc s'y attendre le plus longtemps possible et de voir les gens désespérés. Oh my god, j'ai besoin d'un cube jaune, mais j'en ai pas. Ben là, moi j'en ai un cube jaune, il faut juste que tu me donnes 4 petits cubes s'il te plaît. Ah, mais là, ok, pas de problème. Les Eniet Ascendancy, eux autres, sont le fun à jouer aussi, puisque c'est la race qui va te demander d'être le plus actif au niveau des échanges, parce qu'ils ont des convertisseurs qui produisent plus de ressources, mais qui ne peuvent pas utiliser eux-mêmes tiebreaker de 3, colonie support de 3. Ce que je veux dire par là, c'est que les convertisseurs qu'ils vont obtenir vont permettre aux joueurs de récupérer davantage de ressources de la même couleur. Donc, 3 cubes jaunes va se transformer en 4 cubes jaunes. Mais le problème, c'est que les Eniet ne peuvent pas les utiliser, donc doivent absolument être conscients de ce que les autres joueurs ont besoin et de les échanger. Des fois, ça peut être aussi en faveur de qu'est-ce que ça produit. Donc, les Eniet pourraient dire, ben moi, je dois avoir, par exemple, je sais pas moi, un certain nombre de cubes en échange que toi, tu utilises ça. Les Wild Resources peuvent être utilisés. La seule chose, c'est que les Wild Resources ne sont pas transformées, elles sont simplement juste transférées d'un côté à l'autre. Et on va juste simplement ajouter. Donc, si, admettons, on avait un cube gris et 2 cubes jaunes, ben le cube gris transfère ici et on va obtenir 3 cubes jaunes et 1 cube gris. Il me reste finalement la dernière race qui est les Yengi. Et donc, les Yengi sont vraiment, vraiment difficiles à jouer. Tiebreaker de 5, colonie support de 3. Eux autres, ils gardent les technologies pour eux. Donc, plutôt que de les partager avec les autres joueurs, eh bien, ils n'ont pas accès. Les autres joueurs n'auront pas accès. Donc, on parlait tout à l'heure là, on parlait tout à l'heure du Clinical Immortality. Donc, si, admettons, le joueur qui joue les Yengi inventait ça, ben, il garde le Clinical Immortality pour lui-même et ça devient en fait un élément de négociation parce que le joueur va pouvoir échanger ces technologies-là avec d'autres en obtenant différents bénéfices. Il va aussi avoir un bonus réduit pour le sharing bonus quand il invente une technologie. Donc, je donne un exemple. C'est pour ça qu'il est écrit ici Yengi 3VP plutôt que 6 parce que les Yengi, s'ils jouent, ils se fient à ce petit cône-là. Et donc, c'est ça. Donc, comme j'ai dit, ils peuvent être placés, sont secretive, donc très discrets, ne veulent pas partager leur technologie. Ils peuvent créer une licence, donc partager la licence, la technologie avec d'autres joueurs en échange de d'autres choses, et ainsi de suite.
En conclusion, pour ce qui est trait du matériel, c'est quand même un matériel qui est vraiment, moi je trouve qu'il y a vraiment eu une qualité qui a été plus prononcée. On a vraiment amélioré la qualité des cartes. Il y a moins de flash, il y a moins de choses aussi. Le background est moins explosif, ce qui fait en sorte que vraiment on est capable d'avoir plus d'informations contrairement à la première édition où est-ce qu'il y avait beaucoup d'informations sur les cartes et que c'était peut-être pas nécessairement clair. Les ressources, ce sont de très belles ressources, donc au lieu d'avoir des cubes en bois comme dans la première édition, on a des cubes en acrylique. Une des choses spécifiques aussi qui a été changée et que je pense que c'est une amélioration pour le mieux, dans la première édition, il y avait des vaisseaux pour chacune des races, ce qui n'était pas nécessaire parce qu'au final, on avait juste besoin d'un type de vaisseau. Ici, on a tous le même type de vaisseau et on fait juste les échanger. Ça n'a aucune importance c'est quoi le dessin dessus parce que ça n'en avait pas non plus dans la première édition. Autrement, je trouve qu'il y a vraiment une clarté, comme j'ai dit, qui a été enrichie. Les plateaux de joueurs, comme vous pouvez voir, là, ce sont des bons plateaux de joueurs. Là. Ici, ça a une très très bonne valeur. Peut-être les paravents auraient pu être un peu plus larges, avec un carton de meilleure qualité. Mais encore là, c'est vraiment juste simplement pour cacher les points de victoire parce que toutes les ressources sont toujours à la vue de tous et de chacun. Avant de commencer de discuter ce que je pense de Sidereal Confluence, j'aimerais simplement mentionner que cette copie du jeu m'a été donnée par WizKids. Thank you very much, WizKids. Ceci étant dit, ça ne changera pas grand-chose par rapport à mon opinion du jeu puisque je possède déjà la première édition et j'étais très 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 satisfait avec la première édition et là c'est juste une espèce de petit tri sur le Sunday, un beau cadeau, un beau clin d'œil que j'ai parce que Sidereal Confluence c'est mon jeu préféré de tous les temps. Donc là, à ce moment-là, dans la vidéo, vous seriez du genre à dire, ben là, écoute, il est biaisé, donc j'écouterai plus. Non, attendez, je vais quand même donner certains points négatifs du jeu. Je pense que premièrement, faut se le dire, le thème, ça aurait pu être n'importe quel autre thème. Le thème n'est pas, il est un peu un espèce de mal, c'est un espèce de bien nécessaire, je vais le dire comme ça, parce que c'est pas un thème inintéressant, mais c'est un peu un thème nécessaire pour être capable de plugger, de mettre en marche les différentes races, puis contextualiser le tout. Donc, le thème, et puis au final, la plupart du temps, on n'appellera pas les cubes selon ce que ça représente, mais bien selon leur couleur. Donc, je veux 2 cubes bruns, est-ce que quelqu'un a des cubes bruns ici autour de la table? Ça, c'est très, très, très fréquent. L'autre chose, c'est que c'est un jeu qui se déroule très, très, très rapidement. On vient d'expliquer le jeu et déjà là, on commence immédiatement dans un contexte d'échange et de négociation. Donc, c'est pas un jeu qui va nous prendre par la main dès le départ. Faut être capable d'accepter que ça se peut qu'on fasse des erreurs, qu'on connaisse pas nécessairement la véritable valeur de chaque cube ou quoi que ce soit. Même si on nous donne une espèce d'estimé, ça se peut qu'on fasse des erreurs et c'est correct parce que le jeu dure 6 tours et le premier, deuxième tour, c'est vraiment fait pour s'adapter. Puis à un moment donné, rendu au 3e, on sait où est-ce qu'on s'en va et c'est un peu plus facile d'y naviguer. L'autre chose aussi qui est peut-être négatif par rapport à ce jeu-là, c'est le fait que des fois ça peut aller trop vite pour certaines personnes. Il y a beaucoup trop de choses qui se passent autour de la table, il y a trop de gens qui parlent. Puis ça peut arriver lorsqu'on joue à un grand nombre de joueurs à 9 par exemple, puis que c'est la première partie d'un joueur, puis que les autres en ont tous 2 ou 3 ou ils ont plus d'expérience dans le jeu de société. Cette personne-là peut facilement se sentir submergée par tout ce qui se passe et avoir beaucoup de difficultés à vraiment être capable d'être grounded, d'être vraiment en contrôle de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils peuvent faire les choses, etc. Donc ça peut être vraiment quelque chose de déstabilisant. Puis aussi, on s'entend, les races, comme vous avez pu voir dans la partie explication des règles, ont différents niveaux de complexité. Ce qui veut dire que c'est pas tout le monde qui va commencer sur la même base. Et malheureusement, le jeu ne nous donne pas nécessairement une grande marge de manœuvre pour être capable de reniveler le tout vers le haut ou vers
vers le bas. Donc ça peut être peut-être frustrant pour certaines personnes qui aimeraient être un peu plus dans la performance, qui aimeraient vraiment être en connaissance de cause et qui veulent vraiment être capables de bien performer au jeu. Mais ça se peut que si, admettons, vous avez une race qui ne concorde pas avec votre style de négociation ou qui est un peu plus complexe à maîtriser, ben ça se peut que vous ayez une petite... ça se peut que les autres aient une longueur d'avance sur vous. Ce qui m'amène finalement à expliquer que dans le jeu, il y a énormément d'informations. Il y a beaucoup de choses qu'il faut assimiler. Et donc, ça peut être difficile au départ de bien saisir, bien comprendre non seulement les cartes qui sont devant soi, mais aussi qu'est-ce que notre race fait. Comment est-ce qu'on peut la rendre le plus bénéfique possible? Comment est-ce qu'on peut l'optimiser? C'est vraiment un jeu qui, dans son côté abstrait, peut vous sembler peut-être un petit peu difficile à saisir au départ. Si vous êtes encore là, laissez-moi vous dire pourquoi ce jeu-là, selon moi, c'est une expérience que tous les joueurs, peu importe leur préférence ludique ou non, devraient tous jouer au moins une seule fois dans leur vie. La première raison, c'est parce que cette expérience qui nous est offerte dans la boîte de Sideo Confluence va carrément champ gauche et va nous offrir quelque chose que personne n'a pu offrir dans une boîte de jeu auparavant. C'est-à-dire une expérience qui va connecter les autres autour de la table. Le nombre de fois que j'ai joué à ce jeu-là et que je ne connaissais pas les gens autour de la table, ou à peine, et qui soudainement, ça devient des amis, ça devient des gens avec qui je connecte et que je me rends compte que, hey, on a des points communs à l'extérieur de la vie. Pendant qu'on est en train de jouer, on jase, puis là, à un moment donné, on fait des échanges, puis tout ça, puis là, après ça, on est un peu dans un temps mort, puis là, on se dit, hey, telle affaire, puis là, soudainement, hey, on commence à connecter juste parce qu'on a échangé des cubes en bois, ils sont en acrylique là-dedans, mais des cubes de différentes couleurs. Il n'y a aucun jeu, et ça je vous le dis, il n'y a aucun jeu que j'ai joué jusqu'à date, je vous le garantis, qui a créé une symbiose entre des gens, autant que Sideo Confluence le fait, juste en échangeant des cubes de différentes couleurs. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle c'est non seulement mon jeu de négociation favori, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est une des raisons. L'autre raison, à la négociation, ce que je trouve intéressant de ce jeu-là, c'est que dans la plupart des jeux de négociation et d'échange, on a toujours cette espèce d'ambiguïté-là qui s'installe. On a créé un lien avec l'autre personne, on a créé une alliance, une espèce d'arrangement, et là, à un moment donné, quand ça fait plus l'affaire d'un des deux parties ou d'un des trois, peu importe, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de briser ça, et ben, ça n'a aucun impact à part juste faire suer les autres. Dans Sideo Confluence, on ne peut pas agir comme ça. Chaque négociation, chaque arrangement, chaque accord que l'on fait, on est responsable de tenir notre parole, sinon on perd des points de victoire. Et là, j'entends déjà des gens qui disent « Ouais, mais en même temps, ça l'enlève un peu le côté crunchy de la négociation et vous êtes totalement dans le champ parce que ce jeu-là fait quelque chose que les autres jeux de négociation ne font pas, c'est-à-dire, encore une fois, créer une expérience commune autour de la table, une chimie, une espèce de connexion humaine. Au-delà des échanges que l'on fait, tu connectes avec une personne qui va te faire... Qui va te faire bénéficier de quelque chose que tu n'aurais pas nécessairement eu auparavant. Et là, tu l'as. Et là, tu as envie de recréer ce contact-là avec cette personne-là, ou même de le créer avec quelqu'un d'autre. Et ce qui est génial dans le jeu, c'est que si tu ne veux pas échanger, si tu ne veux pas négocier, ou si tu essaies d'être un peu trop, comment je peux dire, d'être un peu trop sarf, hein, d'en vouloir plus pour ton argent, ben ça se peut qu'au final, tu perdes lamentablement. Puis ça, en tant que tel, c'est vraiment le fun parce qu'il n'y a personne, on ne sait pas, les points ne sont pas quelque chose de visible, on ne sait pas qui est en avance, on ne sait pas trop qui mène. Donc, la personne qui veut nous offrir qu'est-ce qu'on a besoin et qu'on est capable de faire une espèce d'échange comme, tu sais, que ça nous plaît, cette négociation-là, ben pas de problème, on va le faire, puis ça va nous faire grand plaisir. Et c'est là, en fait, que je trouve ça intéressant, parce que si tu es trop safe, si tu cherches trop ton avantage, ben tu vas perdre et il n'y a plus personne qui va vouloir négocier avec toi. Donc, tu es toujours en train de vouloir trouver une satisfaction, pas un compromis, mais un consensus entre les joueurs.
Une autre chose que le jeu fait vraiment de façon magique selon moi, c'est les pouvoirs. Ce sont les pouvoirs attitrés à chaque joueur en début de partie. Habituellement, dans des jeux comme ça, le pouvoir de race est quelque chose qui va donner un avantage au joueur et le mettre en position en position un peu en position favorable par rapport aux autres joueurs ou même dans Cosmic Encounter qui est un autre jeu de négociation, mais souvent notre pouvoir va vraiment être utilisé de façon un peu à la menace, c'est-à-dire que j'ai ce pouvoir là, si tu veux pas t'allier avec moi, je vais utiliser mon pouvoir contre toi. Dans ce jeu-là, tu peux pas utiliser ton pouvoir contre les autres, il faut que tu l'utilises pour les autres. Parce que ton pouvoir en tant que tel, c'est un pouvoir qui t'est unique et qui t'est pas bénéfique si tu le gardes juste pour toi. En fait, c'est un levier de négociation qui va favoriser les autres joueurs. Et les autres joueurs, ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils échangent leur pouvoir, les bénéfices qu'ils reçoivent de leur race, vont leur être, oui, peut-être utiles. Mais en même temps, ça se peut que ça leur soit pas du tout utile. Je donne l'exemple des Eni. Les Eni, c'est une race qui possède plusieurs machines, mais qui peut pas les utiliser. Faut qu'elle les échange. Et là, tu dis, comment est-ce que je fais pour jouer avec ça? C'est simple. Les Eni sont capables d'échanger une machine. Pourquoi pas faire un échange de machines contre des ressources ou encore même permettre à un autre joueur d'utiliser ça, lui donner des cubes, de faire en sorte que ce joueur-là utilise cette machine-là pour ensuite de ça te redonner des cubes et en avoir en échange. Bref, il y a tellement une profondeur extraordinaire dans ce jeu-là par rapport aux races et surtout par rapport aux machines. Le jeu a été fait sur une base mathématique où est-ce que ce que je produis ne m'est jamais utile pour mes machines ou ne me l'est que très peu. Donc je vais produire des cubes qui n'ont pas le choix d'être échangés à d'autres joueurs autour de la table. Et tant aussi longtemps que les autres joueurs veulent garder leurs cubes pour eux et faire leurs petites affaires, ils ne pourront jamais pleinement bénéficier de performer de façon magistrale avec leur race. Ils n'ont pas le choix d'échanger parce que les cubes qu'ils produisent ne leur sont pas utiles à eux, ils vont être utiles aux autres joueurs. Donc là, on se retrouve avec plein d'éléments d'un jeu de négociation habituellement qui n'est pas là. C'est-à-dire que je produis quelque chose, ça m'est bénéfique à moi, puis regarde, si quelqu'un veut m'échanger, il va falloir qu'il travaille pour. Là, c'est comme tu te retrouves avec un pouvoir de race qui est super fort, qui est vraiment, vraiment puissant, mais qui va être encore plus mis en valeur si tu échanges et si tu donnes aux autres. Et en plus de ça, les ressources que tu produis ne sont habituellement pas très bénéfiques pour toi ou vont pas nécessairement concorder avec les machines que tu as devant toi. Il faut que tu échanges. On se retrouve avec plein d'éléments de négociation et d'échange qu'il n'y a pas dans les autres jeux de négociation et d'échange. Et c'est un jeu qui se joue en simultané, donc tous les joueurs vont jouer ensemble en même temps. Donc, ça fait une espèce de une grosse cacophonie qui de l'extérieur, c'est « Oh my God, à quoi qu'ils jouent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? » Puis là, les gens se rapprochent et ils se rendent compte que tu échanges des cubes et qu'on crie autour d'une table pour échanger des cubes. Le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui n'ont pas aimé ce jeu-là, je peux les compter sur les doigts d'une main. Et j'ai fait environ une quinzaine de parties qui allaient entre 5 et 9 joueurs. Et la plupart du temps, des fois c'est peut-être la faute qui pourrait m'être mise sur les épaules, c'est-à-dire que j'ai amené trop de gens autour d'une table puis c'était leur première partie, donc ça c'est peut-être un point à surveiller, c'est-à-dire que si c'est la première partie de tout le monde autour de la table, idéalement faire une partie à 6 joueurs ou moins. Peut-être des fois aussi c'est le pouvoir que j'ai donné qui concorde pas avec la manière de jouer le jeu ou de négocier selon la perspective du joueur. Et d'autres personnes, c'est juste simplement parce que les jeux de négociation refusent catégoriquement, veulent rien savoir. Si vous n'aimez pas ça, les jeux de négociation, puis vous refusez catégoriquement de vous prêter au jeu, ne jouez pas, allez voir ailleurs, en effet. Mais ça reste quand même que ce jeu-là, pour moi, a quelque chose d'extraordinaire qu'il n'y aura jamais aucun autre jeu qui va faire et qui mérite d'être essayé au moins une fois dans sa vie. Non pas pour essayer de gagner, mais pour expérimenter. Et ça, c'est probablement, c'est sur ce quoi je vais terminer ma critique. C'est un jeu qui va terminer et on s'en balance totalement de qui a gagné. Toutes mes parties
je me souviens jamais de qui a gagné. Je me souviens même pas de mon nombre de points. Je me souviens même pas des parties que j'ai gagnées. Mais tout ce que je me souviin, c'est des gens avec qui j'ai connecté. Et c'est fou parce que j'ai créé des liens avec des personnes que je connaissais à peine ou très peu, puis que pourtant, là, un moment donné, hey, on connecte ensemble, on se connaît plus ou moins, puis là, on passe une journée complète à jouer ensemble, finalement, dans des espèces de conventions. On joue à plein de jeux ensemble parce qu'on a juste connecté à s'échanger des cubes. Il y a quel autre jeu sur la planète qui te permet de connecter autant que ça à un point tel que tu fais comme, hey, ce gars-là, il est le fun, ou cette fille-là est le fun, ou cette personne-là, peu importe. Cette personne-là est super agréable. J'ai envie de me coller à elle pendant une journée complète, puis qu'on joue à des jeux, puis qu'on continue à avoir du fun ensemble. Quand tu penses à ça, puis quand tu mets ça en perspective, c'est pour ça vraiment que Side Hero Confluence a quelque chose d'unique en son genre. C'est qu'il va te permettre de créer une symbiose avec quelqu'un d'autre. Et il n'y a aucun autre jeu qui peut le faire de façon aussi magistrale, je crois, à mon avis, que Side Hero Confluence. Alors, c'est ce qui conclut ma critique personnelle. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, laissez un pouce vers le haut. Est-ce que c'est le genre de jeu qui vous intéresse? Est-ce que c'est le genre de jeu que vous seriez prêt à jouer, malgré le fait qu'il ne soit qu'en anglais seulement? Est-ce que vous aimeriez voir une traduction peut-être? À ce moment-là, laissez-moi un commentaire. Bref, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. Et c'est ça, comme je vous dis, on aime énormément la communauté qui nous suit, on est super interactif. Alors voilà, sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.